Bonjour, je m'appelle Claire et je suis interprète de la nature pour les Amis du Parc de la Gatineau. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé pour faciliter la découverte et pour protéger la nature du Parc de la Gatineau. Avez-vous déjà remarqué les multitudes de petites fleurs qui poussent en forêt? Et savez-vous que ces fleurs sont présentes au printemps, mais qu'à mesure que l'été avance, elles tendent à disparaître presque entièrement? Alors aujourd'hui, je vous offre un tour guidé sur les plantes printanières. Nous marcherons sur le sentier Loriot, une boucle de 3 km. Nous commençons ici à la maison Moorside. C'est une maison centenaire qui a appartenu à William Lyon Mackenzie King. Oui, celui qui a été premier ministre du Canada pendant 20 ans. À sa mort en 1950, M. Mackenzie King a légué ses terres aux Canadiens pour que nous puissions en profiter pour nous divertir et aussi pour que nous protégions ces terres pour les futures générations. Avec un œil averti, on remarque qu'il y a une multitude de petites fleurs le long du sentier où on se promène. Seulement, ces plantes ne sont présentes qu'au printemps. La raison, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et c'est la neige qui fond et les pluies abondantes printanières qui gardent le sol humide ici. Les fleurs ont aussi besoin de beaucoup de soleil. C'est la combinaison du soleil et de l'eau qui permet à la feuille de fabriquer des sucres, ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est l'énergie qu'elles secrètent. Alors, elles doivent faire vite à compléter leur cycle annuel, c'est-à-dire fabriquer des feuilles, des fleurs, des fruits, des graines, et aussi accumuler assez de sucre pour les storer dans leurs racines, leurs bulbes ou leurs rhizomes, pour pouvoir survivre tout le restant de l'été, tout le restant de l'hiver, jusqu'au printemps suivant. Certaines personnes diraient « OK, si les plantes ont besoin de tant de soleil, pourquoi est-ce qu'elles s'acharnent à pousser en forêt plutôt que dans les champs ensoleillés? » En réalité, c'est parce que les plantes ont aussi besoin d'un sol très riche. Bien creux sous le sol, il y a du roc et il y a des minéraux qui sont dissous dans l'eau. Et c'est les racines, les longues racines des arbres, des érables, qui peuvent aller puiser cette eau. Ils vont absorber l'eau remplie de minéraux, ils vont les amener le long des racines, le long du tronc, le long de leurs branches, jusque dans leurs feuilles. Et qu'est-ce qui arrive à l'automne? Les feuilles tombent au sol. Donc, elles ramènent tous ces minéraux au pied des petites plantes, puis les rendant accessibles. Aussi, un arbre qui meurt ou des branches qui cassent vont tomber au sol et également se décomposer et fabriquer un humus qui est vraiment très, très fertile. En retour, les plantes printanières vont aérer le sol forestier. Leurs petites pousses vont sortir du sol qui vient tout juste de dégeler au printemps. Ça va pousser la terre et ça permet aux racines des arbres de se frayer un chemin plus aisément. Et également, les pousses, une fois qu'elles sortent, elles passent au travers des feuilles et commencent à les déchiqueter. Ce que les insectes et les champignons vont finir le travail en décomposant tout ce feuillage. Je parle beaucoup des fleurs, mais une fleur qui prend tant d'énergie à être fabriquée, à quoi sert-elle? Vraiment, elle sert à attirer les insectes. Les insectes vont l'aider à produire un fruit. Comment? En la pollinisant. Quand un insecte vient vers la fleur, il vient chercher le pollen ou le nectar de la fleur. Et ce faisant, le pollen va lui coller sur le corps, sur la tête, sur les pattes. Et quand l'insecte va aller butiner une autre fleur, ce pollen va adhérer au pistil, qui est le centre de la fleur, qui est l'organe femelle de la fleur. Et la magie s'opère. Le grain de pollen descend vers le fond du pistil et il va gonfler et ça forme le fruit. C'est à l'intérieur de ce fruit-là que les graines vont se former. Les graines, c'est ce qui permet à une plante de se multiplier.
Donc, la fleur attire les insectes et le fruit sert à attirer les animaux, des mammifères, des oiseaux, des insectes aussi, qui vont être alléchés. Ils vont venir manger le fruit et la plupart vont rejeter le noyau s'il est trop gros, ou ils vont avaler les graines sans les digérer. Ils vont se promener et plus loin, ils vont excréter ces graines. Et quel bel endroit pour une graine de germer dans une crotte d'animal. Alors, si vous vous penchez ici, on peut voir des fleurs. Elles sont vraiment toutes petites. Il faut vraiment regarder de près et être attentif. On a ici les petites clétonies. Les clétonies à feuilles larges. C'est une petite fleur à 5 pétales blancs avec des petites rayures qui guident les insectes vers le centre, là où serait le pollen, là où est le pollen. Et ces fleurs, ce qui est en particulier, c'est qu'elles vont fabriquer une petite capsule qui est sous pression. Et cette capsule, lorsqu'elle est mûre, elle va exploser et projeter les graines très loin. Ça peut aller jusqu'à 60 cm plus loin que le plant mère. Alors, imaginez si la graine était tombée au pied de la plante. Elle aurait germé à l'ombre du plant mère. Mais en étant projetée plus loin, ça lui permet d'avoir du soleil pour bien grandir. Ici, j'ai l'érythrone, avec ses pétales, ses petits étamines bruns, qui peuvent être jaunes parfois. Donc, on voit le feuillage commence. La première année, l'érythrone va faire une petite feuille. Elle va être minuscule, peut-être même plus petite que celle-ci. L'année suivante, la feuille va repousser, mais un petit peu plus grande. Et si le printemps est bon, puis elle réussit à accumuler assez de nutriments, l'année suivante, sa feuille va être de plus en plus grande, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle puisse faire 2 feuilles et une fleur. Cette fleur est vraiment jolie. Ça peut être tentant de venir l'accueillir. Et si je l'accueille, en fait, je vais sûrement accueillir aussi le petit feuillage qui va avec, parce qu'une petite fleur, tout ça, c'est moins beau, hein? On va prendre les feuilles. Et les feuilles, comme je disais tout à l'heure, c'est une usine qui permet de fabriquer ces sucres, qui permettent de se développer. Alors, en faisant ceci, j'élimine son usine. Je l'empêche de se reproduire. Donc, finalement, je vais affaiblir le plant ou je vais la tuer. Alors, c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de ne jamais cueillir les plantes. Surtout qu'on est dans un parc protégé, le parc de la Gatineau. Et on demande aussi de ne pas piétiner, de ne pas sortir des sentiers. On est chanceux, les plantes sont de chaque côté du sentier, elles sont très proches. On peut les voir juste en se penchant. S'il y en a des plus loin, on peut prendre des jumelles pour les observer. Ou même observer les fleurs dans les arbres, parce que les fleurs ne sont pas juste au sol. Et c'est ça, il faut en prendre soin. Parfois, les gens me demandent, c'est quoi ce brocoli? Parce qu'en effet, ça ressemble vraiment à un petit brocoli tout serré. C'est la première étape du pigamon. Le pigamon dioïque, qu'on l'appelle. Dioïque, ce que ça veut dire, c'est que la plante va porter des fleurs femelles sur un plant et une autre plante va porter les fleurs mâles qui doivent se mêler ensemble pour fabriquer un fruit, pour se polliniser. Donc, on a le pigamon ici à une étape très, très jeune et un peu plus loin, ici, on voit que les feuilles commencent à se déployer. Voici les fleurs du pigamon mâle avec les longues étamines jaunes. Et ici, j'ai le pigamon, la fleur femelle. Donc, c'est un autre plant. Puis ici, les étamines sont plutôt mauves. Ici, j'ai une belle fleur. Regardez, la tige est mauve avec des beaux poils blancs. La petite fleur a plusieurs pétales. C'est des pétales qui peuvent aller du blanc au rose, au mauve. Parfois, c'est même bleu. C'est assez extraordinaire. La plante est tout petite, mais elle peut vivre 100 ans, même plus. Une plante très robuste. Bien, robuste. Elle est fragile, mais elle vit longtemps. Et ces bourgeons, les bourgeons floraux, ont poussé à la fin de l'été passé. Et ils ont survécu à l'hiver enroulés et protégés par les poils, protégés contre le froid. Et aussi, les feuilles d'automne les ont protégées. Et dès le printemps, elles ont émergé, elles ont éclos. Et puis, éventuellement, les nouvelles feuilles vont se développer quand les fleurs faneront. Ce qu'on voit ici, ce sont les vieilles feuilles de l'an passé. Les feuilles ont des lobes très pointus. C'est pourquoi on l'appelle hépatique à lobes pointus. Celles-ci sont les feuilles de cette année. Donc, la fleur a fané.
On voit même qu'elle a produit un petit fruit dans lequel sont les graines. Et ce sont les nouvelles feuilles qui vont persister tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Regardez-moi cette belle talle. Regardez les feuilles ici, elles sont en forme de rein ou de cœur. Elles sont robustes et poilues. Cette plante s'appelle le gingembre sauvage. Par contre, cette plante n'a aucun lien avec le gingembre exporté. Ça a un peu un petit goût que les pionniers utilisaient pour épicer leurs aliments. Les Autochtones aussi en utilisaient. Puis c'est une plante qui contient un antibiotique. Elle a aussi beaucoup de vertus médicinales. Si vous regardez, on s'approche un peu, on tasse un peu les feuilles. Oh, je regarde ici. On tasse les feuilles, on voit la fleur. La fleur pousse à ras le sol. C'est une petite fleur qui va former un fruit qui attire les fourmis. Ce sont les fourmis qui vont manger le fruit. En fait, les fourmis vont venir chercher le fruit, elles vont l'apporter dans leur fourmilière, elles vont manger tout l'extérieur et garder la graine intacte qu'elles vont sortir et la déposer à l'extérieur du nid dans un bon compost tout frais, ce qui va permettre à la plante de se reproduire, de se disperser plus loin des plants mères. J'ai ici une tige qui est mauve, terne, cireuse, qui est en fait le cohoche, faux pigamon. On l'appelle aussi colophile, faux pigamon, ou le cohoche bleu, tout simplement. Cette plante, quand elle est de cette couleur-ci, c'est à ses tout débuts de la croissance. Plus tard, dans une semaine, elle va s'épanouir, le feuillage va prendre un peu plus de tonus, il va verdir et il va ressembler à ceci. Le cohoche fait des fruits bleus qui sont vraiment toxiques, alors il ne faut pas les manger. Mais avant de faire le fruit, regardez, si on approche encore, on voit la fleur, une petite fleur fragile. Encore une fois, cette plante a beaucoup de vertus médicinales. C'est une plante qui provoque des spasmes, donc les Autochtones l'utilisaient pour faciliter les accouchements. Ceci n'est pas un plant de carotte. Le feuillage y ressemble, c'est très denté, très délicat. Mais regardez la fleur qui pousse. C'est un dicentre à capuchon. On l'a jadis appelé le dicentre à capuchon jaune pour la distinguer du dicentre à capuchon rose, qui est une autre plante. Celui-ci, les éperons, les pétales sont un peu plus pointus, tandis que le dicentre à capuchon rose a plus la forme d'un cœur. Alors, on l'appelle capuchon parce qu'en bas, la fleur, elle pend vers le bas et il y a des petits bouchons. Ça ressemble à des petits bouchons jaunes qui ferment la fleur. Des bouchons, donc capuchon. Cette plante a des feuilles qui vont complètement se liquéfier, c'est-à-dire que bientôt, quand la fleur va faner et quand le fruit sera formé, la feuille va amener tous les nutriments aux racines, à la bulbe, et vont complètement disparaître. Alors, si vous repassez ici dans un mois, on ne verra plus aucune trace de la dicentre. Une des premières verdures à sortir dans la forêt, c'est l'ail des bois. C'est une plante qui souffre beaucoup de son succès culinaire, si on peut dire. Il y a 25 ans, la population de l'ail des bois a beaucoup décliné au Québec. Et depuis ce temps-là, on a décidé de la protéger. Donc, d'ailleurs, dans le parc de Gatineau, il est complètement interdit de l'accueillir. On doit la laisser au sol. Cette plante est fragile parce qu'elle prend, je dirais, son cycle de vie est à peu près, son cycle pour se reproduire est environ de 10 ans. Donc, en étant si long à se reproduire, si on cueille le bulbe ou le feuillage ou on l'empêche de se multiplier ou même de survivre. La raison d'être pour une plante de fabriquer une fleur, c'est d'être attrayante pour attirer les pollinisateurs. Les oiseaux, oui peut-être, mais surtout les insectes qui vont pouvoir brasser les étamines pour pouvoir aider la plante à se reproduire et fabriquer un fruit dans lequel il y aura les graines.
Le treille rouge, est particulier. Quand on casse sa feuille, ou probablement juste son nectar, il va libérer une odeur de viande avariée. Et ça attire les mouches. Donc, ce sont les mouches qui vont polliniser le treille rouge. Cette fleur qui a 3 pétales et 3 belles grandes feuilles larges, c'est le treille blanc. Le treille blanc prend au moins 10 ans avant de pouvoir se reproduire à un deuxième plant. Donc, son cycle est vraiment, vraiment lent. Elle est protégée aussi, mais dans la région, on est chanceux, on en voit beaucoup. Le treille, quand il va faner, il va rosir un peu. Donc, je dirais que le plant va rester peut-être 2 semaines avant de faner. Au travers de ce tour guidé, vous avez probablement remarqué l'abondance des plantes. C'est parce que cet endroit-ci est protégé. Donc, malgré qu'elle soit vulnérable, elles réussissent à bien croître et on est aussi dans un microclimat qui est très particulier, qu'elles affectionnent. Nous sommes maintenant rendus au belvédère Loriot, qui nous permet de voir la vallée des Outaouais. C'est une très belle vue. Un demi-kilomètre plus loin, on arrive au lac Mulvey Hill. Vous pouvez y casser la croûte en observant les tortues qui se dorent au soleil et les têtards de Wawaron qui nagent dans le lac avant de pouvoir terminer votre marche vers le domaine Mackenzie King. Ceci conclut notre tour. Je vous invite à venir marcher ici, en été ou en hiver, en famille ou en solitaire. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous voir dans le parc de Gatineau.